Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise les relations. Elle a pour rôle quant à sa nécessité de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose par exemple les principes de l'égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité politique et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision et de l'émission Carte sur table, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Carte sur table de ce lundi 20 mai 2024 dont j'ai l'honneur de vous la présenter. Comme j'ai préfacé, comme je viens de prescrire à mon préambule, tout en définissant et en donnant le rôle et la nécessité de la Constitution, comprenez directement qu'il s'agit bel et bien de cet acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu qui fera l'objet de notre échange au cours de cette émission. Étant donné que le sujet est pertinent et très capital, après plusieurs enquêtes et investigations, aujourd'hui, j'ai invité pour vous, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision et de l'émission Carte sur table, j'ai invité pour vous des personnalités politiques, des figures que vous connaissez déjà, mais je vais tenter quand même de les présenter. Il s'agit bel et bien de M. Jojo Mayele, un politologue et communicateur de l'Union Sacrée, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à l'émission Carte sur table. Bonjour cher monsieur Benito, merci pour votre invitation. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour à l'équipe technique de Géopolis Télévision qui fait à ce que nous arrivons dans les multiples maisons des Congolais qui nous suivent de partout, comme j'ai dit précédemment. Bonjour à la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous me permettrez d'inclure un mot parce que lorsque je parle de la première institution du pays, il m'est toujours obligé de parler de cette institution qui lui est sous tutelle, qu'on appelle l'inspection générale des finances, aujourd'hui dirigée par M. Gilles Aligeti. Pourquoi nous parlons à chaque fois de l'inspection générale des finances? Au regard du travail excellentissime qu'ils sont en train de faire, au regard de la vision du chef de l'État, que l'inspection générale des finances s'est donné aussi cette mission de rimer avec cette même vision, la vision de lutter contre la prédation financière, de lutter contre la corruption, de lutter contre les cannibalismes financiers. Et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'aujourd'hui M. Gilles Aligeti a imposé, et puis il est en train d'imposer une marque à la société congolaise, cette marque de la propriété financière, cette marque de faire un distinguo entre les biens de l'État et les biens privés, cette marque de gérer d'une manière catholique et d'une manière orthodoxe les finances de l'État. Donc nous plébiscitons le travail excellentissime, le travail des titans abattus par M. Gilles Aligeti. Nous félicitons aussi cette approche du contrôle des finances, parce que vous savez, c'est au regard de son contrôle que aujourd'hui plusieurs personnes sont en train de se restreindre pour détourner l'argent de l'État. C'est cette approche qui fait qu'il y ait un contrôle avant, pendant et après. Donc c'est pourquoi nous sommes affiliés à pouvoir toujours plébisciter le travail des titans battus par l'inspection générale des finances dont M. Gilles Aligeti représente. Donc nous sommes très contents et je pense que nos réflexions vont contribuer au développement de la République. Depuis cette invitation à mon co-débatteur, M. Chaban Kidekapouka. Merci M. Jojo Mayele, politologue et communicateur de l'Union Sacrée. Je signale qu'en face de M. Jojo Mayele, je reçois pour vous, fidèles téléspectateurs de la télévision, M. Shadrach, qui est communicateur du parti politique Piste pour l'émergence, parti cher à M. Seth Kikouni, à qui je dis bonjour et bienvenue à l'émission Carte sur table. Bonjour monsieur le journaliste, merci de votre invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. Je salue également mon président
Sid Kikouni, je salue notre coordonnateur du parti, monsieur Maître Ramazani Chabagne, je salue mon co-débatteur. Je pense que nous allons parler République sur ces plateaux. Voilà, nous allons parler République sur ces plateaux. Je vous signale que messieurs Jojo Maele et messieurs Shadrach Kieleka seront en débat républicain, un débat démocratique et aussi scientifique, puisqu'il s'agit d'une thématique très capitale. Nous allons parler de la révision ou le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un atout ou une faiblesse? Ok, pour mettre le pays dans l'autoroute du développement, renforcer la sécurité et l'intégrité territoriale afin d'assurer le bien-être du Congolais tout en appuyant la cohésion nationale. Faudrait-il changer ou revoir la Constitution? Je ne sais pas si une analyse qu'on va faire ici avec plus des notions scientifiques aussi avec de recherche sur le droit et devoirs civiques et patriotiques. Donc directement d'entrée de jet, je veux rentrer du côté de M. Jojo Maele pour lui poser ma première question. M. Jojo Maele, entre la révision et le changement de la Constitution, quelle est l'option salvatrice pour la République démocratique du Congo? Merci, cher M. Benito, pour la question. Je vais répondre d'une manière très systématique. Les deux options sont tous des recettes à consommer. Que ce soit la révision ou le changement, ce sont des recettes à consommer. Si je dois commencer à poser les jalons, comme je l'ai toujours dit dans multiples médias, que l'expression révision constitutionnelle ou changement de la Constitution n'est pas un tabou. Il faudrait démentir cette fausse appréciation que l'opinion congolaise a, que certains Congolais qui sont de l'opposition pensent que lorsque nous mettons sur table la question de la révision constitutionnelle, du changement de constitution, ils pensent que c'est une question taboue, c'est une question qu'on ne peut pas en parler. Non, dans une démocratie comme la nôtre, la Constitution, c'est la loi des lois. Lorsque on la trouve imparfaite ou muette, lorsqu'on trouve on dévide, il est question de la réviser. Parce que vous savez, lorsque vous allez chez les constitutionnalistes, ceux qui rédigent la Constitution, on vous dira que la personne qui rédige une Constitution ou la structure, on appelle les pouvoirs constituants originaires. Et les pouvoirs constituants originaires, lorsqu'elle va rédiger la Constitution, ça dépend des pays. Il y a ce que dans la même Constitution, elle intègre le pouvoir constituant dérivé. La structure, l'organe ou l'institution ou les institutions qui peuvent réviser cette Constitution au cas où il voudrait la réviser au regard de certaines anomalies. Et si déjà au préalable, les pouvoirs constituants originaires, qui est l'instance qui a rédigé la Constitution, mais au sein de cette Constitution, des instances qui doivent la réviser. Cela montre que la question de la révision constitutionnelle, ce n'est pas une question tabou. Lorsque vous lisez l'article 218, vous allez lister les organes que le pouvoir constituant originaire a donné le quitus de pouvoir réviser cette Constitution. La première institution, c'est le président de la République. Le président de la République aujourd'hui, lorsqu'il parle de la révision constitutionnelle, c'est son droit le plus légitime et c'est son droit constitutionnel. Il est intronisé, prenez-le comme vous voulez, comme la première institution qui doit initier la révision constitutionnelle. Très bien. Outre le président de la République, il y a les deux chambres du Parlement. Il y a une portion de la population, on a quantifié 100 000 personnes signant une pétition, mais que cela doit passer par l'approbation du Parlement. Alors, la révision constitutionnelle a une démarche. Lorsqu'elle est portée par le président de la République, ou lorsqu'elle est portée par le gouvernement, on appelle ça projet. Mais lorsqu'elle est portée par le Parlement, c'est une proposition de loi. Alors, comment est-ce que ça se passe? Je vais arriver pour répondre à certaines questions. Comment ça se passe? Lorsque le président doit porter son projet de loi, ça décanale
Ça peut passer par le Parlement ou ça peut passer par les référendums. Okay. Ça passe par le Parlement lorsque le Parlement est réuni en congrès. Lorsque vous lisez l'article 218, je crois le dernier alinéa, on vous dira que les deux canaux par lesquels les projets ou la proposition de la révision constitutionnelle peut passer, soit le Parlement réuni en congrès, mais les deux cinquièmes de ce Parlement doivent voter, ou soit ça passe par la voie référendaire, la voie que nous connaissons tous par les référendums, par la population. Je pose la question maintenant, je me pose la question et je réponds à cette question. Pourquoi on va réviser la Constitution? On révise la Constitution lorsqu'on veut adapter les textes aux réalités sociétales. Parce que lorsqu'on rédige une loi, on ne la rédige pas parce qu'on est meilleur, on la rédige sur base d'une anomalie quelconque. Lorsqu'on puise dans la société, et c'est par rapport à un fait qu'on réfléchit et on rédige une loi. Et lorsque les réalités sociétales ne collent plus avec les textes, il y a un déséquilibre. Exemple, 2011, nous avons un fait. Le pays a un déficit financier. Et ce déficit financier fait à ce que nous quittions du deuxième tour de l'élection présidentielle à 2 tours pour arriver à l'élection présidentielle à un seul tour. C'est pour adapter les textes aux circonstances de l'époque. Très bien. Mais actuellement, je vous donne un exemple. Je l'ai toujours dit. Je vous donne l'exemple de l'article 86 qui est en train de mettre une gymnastique élastique, une procédure élastique pour rédiger, pour que le président de la République prenne l'ordonnance pour déclarer la guerre. On vous dit que le président de la République doit consulter les organes. Il consulte le Conseil des ministres, il va les consulter, il va avoir l'avis. Je suis en train d'insister, il doit avoir l'avis du Parlement et du Sénat, il doit consulter le Conseil supérieur de la défense. Alors, pour l'article 82, on écoute, quand le chef de l'État doit nommer des magistrats, la procédure est écourtée. Le chef de l'État doit consulter seulement le Conseil supérieur de la magistrature, cette instance technique du pouvoir judiciaire, et pour une norme. Alors, je pense à mon humble avis, il faut intégrer la dose où le chef de l'État ne doit que consulter le Conseil supérieur de la défense, qui est une structure spécifique à l'armée. Parce que le Parlement n'est pas une structure spécifique à l'armée, c'est une structure politique. Ce n'est pas une structure spécifique. Je vais encore à l'article 6. Cet article qui ouvre un boulevard au multipartisme. Et les boulevards au multipartisme aujourd'hui parce que nous ayons une prolifération des partis politiques. Voilà ce que dit cet article. Tout Congolais qui a des droits civils et politiques peut créer un parti politique ou s'affilier à un autre parti politique de son choix. Je m'arrête à crier. Si tout Congolais se sent capable de créer un parti politique, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons comme conséquence une multiplicité de partis politiques et nous en sommes à 900. Si on doit réviser pour encadrer les partis politiques, ça nous permettrait d'imiter vers un bipartisme, soit un tripartisme, soit un multipartisme limité. J'arrive encore lorsque je suis en train de citer l'article 58. Je cite, tout Congolais doit bénéficier des richesses de son pays et l'État doit les redistribuer d'une manière équitable. Je me pose la question. Nous avons des richesses. La Constitution parle de la redistribution équitable. Est-ce qu'elle met en œuvre le mécanisme de cette redistribution équitable? Parce qu'il parle seulement d'une redistribution équitable. D'où nous sommes dans une ambiguïté totale, un flou, parce qu'on vous parle de la redistribution. Comment est-ce qu'il y aura cette redistribution? Très bien. Je prends l'article 78. Cet article qui a une dimension politique. Le chef de l'État nomme un Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Oui. Mais il nomme un Premier ministre quand? La question de la temporalité. Quand il va nommer un Premier ministre, la formation du gouvernement sera quand? Nous sommes face à des faits aujourd'hui. C'est que lorsqu'on publie les résultats provisoires, nous partons dans une gymnastique par rapport aux contentieux électoraux, je mets au pluriel. Les temps des contentieux électoraux ne sont pas définis, elles sont trop élastifiées. Et quand les temps des contentieux électoraux sont trop élastifiés, nous avons une difficulté au regard du gouvernement démissionnaire et le gouvernement du nouveau gouvernement qui doit entrer.
Donc, il doit y avoir une précision. Très bien. De la Constitution. Pourquoi à chaque fois, je suis en train d'insister sur la précision? Les praticiens et les théoriciens du droit me diront que la Constitution ne peut pas tout dire. Oui, j'adopte cette thèse. La Constitution ne peut pas tout dire, mais la Constitution doit tout élucider. Elle doit mettre tout au clair. Elle donne les grandes lignes, les grandes orientations, et les lois organiques viennent parachever ces grandes orientations. Très bien. Mais au regard de d'autres faits, comme je vous ai dit, la temporalité, la question de la prolifération des partis politiques, la Constitution ne dit rien, elle s'était. Donc, nous avons ce devoir d'émettre des avis sur la révision de la Constitution. Les changements de la Constitution, par exemple. Lorsque la Constitution, dans son article 220, refuse à ce que on touche la forme de l'État, on touche les modalités dont prennent le pouvoir, qu'on parle du régime politique, il faudrait aller au changement. Parce que ici, nous émettons, il y a certaines personnes qui émettent l'avis où le pouvoir du chef de l'État est restreint. Alors, pour élargir le pouvoir du chef de l'État, il faut aller dans un changement de la Constitution parce que, comme l'article 220 est un article clé, il faut aller au changement. C'est changement qui va permettre à ce que nous puissions repenser la forme de notre État. Parce que nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Si on veut avoir, si aujourd'hui il y a certaines personnes qui disent que bon, nous voulons avoir une autre forme de l'État, par exemple des États composés, nous partons dans un État fédéral où il y aura des types de pouvoirs, on peut aller dans un changement constitutionnel. Mais à mon humble avis, je pense que l'alternative révision constitutionnelle et l'alternative changement de la Constitution sont des vocales qui ne sont pas tabous. C'est une conjugaison démocratique et patriotique en tout cas. Voilà, merci M. Jojo Mayele, politologue et communicateur de l'Union Sacrée. Pour M. Jojo Mayele, il est, toutes les deux options sont favorables. Il ne trouve pas un tabou là-dessus. Je veux faire une petite rotation de 15 degrés pour aller voir maintenant là M. Shadrack, qui est le cas communicateur du parti politique Piste pour l'émergence. C'est cher à M. Seth Kikuni pour poser la même question que M. Jojo Mayele. M. Shadrack, votre réaction entre la révision et les changements de la Constitution, quelle est l'option salvatrice pour la République démocratique du Congo? Merci. Je pense, bon, en fait, j'ai bien suivi mon co-débatteur, M. Jojo Mayele. Il parle de la Constitution comme si c'était je ne sais moi quoi, mais il doit prendre ça en considération parce que la Constitution, c'est l'identité du peuple congolais. La Constitution, c'est ce qu'on appelle les statuts juridiques d'un État. Et cette Constitution a été adoptée au référendum. Et quand on parle de référendum, on fait directement référence au peuple. C'est que le peuple avait accepté cette Constitution. Il est inopportune pour l'instant de modifier la Constitution ou de changer la Constitution. Vous savez, nous ne disons pas que la question de la révision de la Constitution est une question, c'est-à-dire c'est une question taboue par rapport à tout ce qui se passe. Non, la Constitution n'est pas parfaite, mais il est inopportune pour l'instant de pouvoir réviser cette Constitution. Lorsque je vais essayer un peu de ramasser les arguments de mon co-débatteur et après je vais parler brièvement de la Constitution. Lorsqu'il dit cette Constitution donne le pouvoir au président de la République de nommer les magistrats sur avis du Conseil supérieur de la magistrature. On devait également donner réviser l'article 86 de la Constitution pour octroyer le pouvoir au président de la République de décréter directement l'état de guerre. Monsieur, vous voulez prendre la Constitution comme quoi ça énerve parce que lorsque vous ne maîtrisez pas les règles du droit, ça cause un sérieux problème. Lorsque vous ne maîtrisez pas les mécanismes constitutionnels, ça cause tout un sérieux problème. Parce qu'il faut expliquer ceci. Nommer un magistrat et décréter l'état de guerre sont deux choses différentes. Ouais? Quand on parle d'une situation de guerre, c'est une situation qui touche toute la République. Très bien. Vous voyez? Et lorsque ça touche toute la République,
ça demande à ce que les institutions clés de la République, ouais, les 3 pouvoirs doivent être associés face à ça. Mais lorsqu'on nomme un magistrat, on est face à un pouvoir. Très bien. Le pouvoir exécutif est face à un pouvoir législatif. Mais lorsqu'on est face, face à, voulais-je dire, pouvoir judiciaire. Mais lorsque c'est une question, en ce qui concerne la guerre, la situation sécuritaire, ça concerne tous les pouvoirs. Très bien. Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est pourquoi le constituant, dans son intelligence, dans son esprit, a voulu à ce qu'il faut qu'il y ait l'avis du conseil supérieur de la défense, l'avis des 2 chambres des 2 chambres du Parlement. Vous voyez, donc on associe tous les pouvoirs en ce qui concerne cette décision majeure. Ouais. Mon ami doit consulter même un juriste qui peut l'aider. Mais sinon, nous sommes là, il n'y a pas de produit où il peut toutefois nous payer, on va faire les boulots. Lorsqu'il parle de la redistribution équitable, mais écoutez, la Constitution ne viendra pas redistribuer les richesses. La Constitution pose les principes. Cette Constitution laisse la place aux lois organiques de pouvoir organiser la matière. Et lorsqu'on parle de la redistribution des richesses de manière équitable, nous avons aujourd'hui des institutions. Nous avons des institutions à la place. Je ne sais pas dans quelle imagination il est en train de passer. Nous savons du reste qu'il y a un pouvoir qui est en train de s'accaparer de tout. Mais bon, quand même, cette question aussi, c'est par rapport à la gestion, c'est par rapport à la façon de gérer la chose. Parce que si en face de nous, nous avons des dirigeants, nous avons des dirigeants sérieux, si en face de nous, nous avons des dirigeants qui ont la volonté de pouvoir changer les choses, ces dirigeants vont contribuer à ce qu'il y ait la redistribution des richesses de manière équitable. Maintenant, je m'en vais pour toucher la Constitution. La Constitution, en son article 219, cette Constitution nous parle qu'on ne peut toucher. Cette disposition nous dit qu'on ne peut toucher la Constitution, on ne peut réviser la Constitution que lorsqu'on est dans un climat de paix, dans un climat de tranquillité. Parce que cette Constitution dit ceci. On ne peut pas réviser la Constitution lorsqu'on est dans l'état de siège, lorsqu'il y a l'état d'urgence, lorsqu'il y a l'état de guerre. Qu'on est agressé, il n'y a pas moyen qu'on puisse réviser. Il y a des provinces jusqu'à aujourd'hui dans la partie Est qui sont sous l'état de siège. Et cette Constitution, une fois que vous touchez la Constitution, vous tombez dans l'illégalité, vous touchez la Constitution, c'est une violation même de la Constitution à l'ère actuelle. C'est pourquoi nous vous disons que c'est inopportune. Il y a des questions clés aujourd'hui qu'on peut toutefois se lancer pour résoudre le problème. Ce n'est pas la Constitution qui bloque. Ce n'est pas la Constitution qui bloque M. Félix Tshisekedi de pouvoir bien gérer les choses. Alors, j'aimerais dire ceci à mon ami Joe Maele. Lorsqu'il lit l'article 218, je pense qu'il ne lit pas bien cet article. Moi, je vais lire. On dit, l'article 218 dit ceci, s'il vous plaît. Oui, l'article 218, je prends l'alinéa, je crois. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. La première option. Le président de la République peut présenter son projet, ok, de pouvoir réviser la Constitution. Tout comme le peuple peut également initier par pétition, comme dit la Constitution, de pouvoir réviser la Constitution, changer la Constitution ou l'Assemblée nationale. Mais vient une étape très cruciale, une étape très importante que les gens ne peuvent pas oublier, c'est que malgré que ce soit le peuple, le président ou l'Assemblée nationale, il faut que cela soit approuvé par le peuple. Par le peuple. Au référendum, il doit bien lire cette disposition. Si le peuple n'approuve pas la révision de la Constitution, cela ne va pas se faire. Voilà. Maintenant, l'exception en cette matière, c'est que si le président de la République ne réunit pas le peuple au référendum, maintenant la tâche revient à l'Assemblée nationale, aux deux chambres, au Parlement, de pouvoir accepter, de pouvoir approuver cette proposition de la révision de la Constitution, que ce soit le projet de la révision de la Constitution venant du président de la République ou du Parlement, ou du gouvernement, ou encore du peuple. Donc, c'est-à-dire que la Constitution a placé une limite. Ça prouve à suffisance qu'il faut que ces gens qui sont au niveau de l'Assemblée nationale doivent avoir, les députés qui sont là doivent avoir la légitimité. Mais nous disons ici qu'au regard des élections du 20 décembre, qui n'étaient qu'un simulacre, au regard
de tout ce qui s'est passé avec la CENI. On a vu des machines entre les mains des individus, membres de l'Union sacrée, et le peuple est conscient et le peuple est constant dans ces combats parce que aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas la Constitution qui cause un sérieux problème. Le problème de la République démocratique du Congo, c'est que nous souffrons d'un problème leadership. On n'a pas de dirigeants capables de s'assumer. Vous voyez, c'est ça le vrai problème du Congolais. Nos dirigeants n'ont point la volonté de pouvoir faire changer les choses. Très bien. Ils ne sont là que, je vais citer, ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi nous disons ceci. Cette constitution ne sera pas révisée. Parce que réviser la constitution, c'est comme si nous allons cracher sur les mémoires de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala. Ces gens se sont battus pour que la constitution soit respectée à l'époque de Kabila. Les événements du 19, du 20, du 21 ces événements-là doivent rappeler quelque chose à nos amis de l'IDPS, doivent rappeler quelque chose à nos amis de l'Union sacrée. On ne touche pas la Constitution comme on touche n'importe quoi. Merci. La Constitution ne sera pas révisée. On ne touche pas à la Constitution. Voilà, merci. Merci, M. Shadrack Nkieleka, communicateur du parti politique Piste pour l'émergence, parti cher à Messier 7 Kikouni. Merci beaucoup pour votre réaction. Je signale, vous avez... pour la deuxième question, vous avez 7 minutes chacun, 5 minutes pour répondre à la question et puis 2 minutes s'il faudrait faire un rétropédalage, s'il faudrait faire un petit nettoyage. Donc là, vous êtes libre, c'est la démocratie qui prime ici. Vous savez, chez nous, nous recevons des gens avec impartialité. L'émission s'appelle Carte sur table. Donc, nous avons une carte, nous avons un élément, nous avons table, tobeti ba carte, ba téléspectateur, on est juger nani. À Longi, j'ai des cartes, il y a les lots. Merci, maman Bota, la bisou partout. Je rappelle que vous nous suivez en direct à partir de votre chambre à coucher, à partir de votre véhicule, votre salon, à partir de votre restaurant, partout dans votre bureau. Vous nous suivez à travers l'application TNF RDC et vous nous suivez en direct au canal 260 TNT et 150 Easy Télévision, c'est Géopolis Télévision dans le profondeur de l'économie africaine. Et merci Nabandeko Wata la Bissona, avenue du commerce, maman Nangaya, avenue du Marais, maman maraîchère, maman Wente, Rompengaba, maman Lemba Terminus, maman il y a Gambela, maman il y a Pongabi. Merci, à chaque fois je reçois vos coups de fil. Merci pour vos contributions, vos suggestions. L'émission continue. Pour vous qui venez de nous prendre en route, c'est l'émission Carte sur table. J'ai reçu M. Jojo Maele et M. Shadrack Nkieleka. Nous traitons nous traitons un sujet très important. Nous parlons de la révision ou la révision ou le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un atout ou une faiblesse? Merci. La deuxième question s'ensuit. Monsieur Jojo Maele, le président Félix Tshisekedi parle d'un blocage. Comment expliquer-nous comment... Wow. Je pense que je vais m'asseoir sur cette question. Moi, je ne conjugue pas comme mon frère l'a dit. Je vais m'asseoir sur la question que vous m'avez posée, mais laissez-moi aussi donner quelques appréciations. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit ce qu'il a fallu. C'est ce que je dis, vous avez 2 minutes pour... Alors, on vient d'abord, on va s'asseoir sur la question de la révision constitutionnelle. Voilà. L'article 218, je pense qu'il est en train de les lire en morceaux. Il faudrait les lire jusqu'en dernier. Ici, j'ai dit, ce sont des alternatives. Il y a 2 options. Il y a la voie référendaire et la voie du Congrès. C'est pas moi qui l'ai dit. Le dernier alinéa dit ceci. Tout projet ou toutefois, le projet, la proposition, la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité de 3/5 des membres des composants. Donc, le projet, quand on parle du projet, je n'explique pas à mon frère, ça vient de l'exécutif, soit du gouvernement,
soit du président de la République. Quand on parle de la proposition, ça vient du Parlement. Pour que ça soit approuvé, ça peut être approuvé, la première alternative par les voies référendaires. On met le peuple face à sa responsabilité, le oui ou le non. Et la deuxième voie, ce sont les représentants du peuple qui doivent l'approuver. Selon une quantification, ici on a dit les 2/5. C'est pas moi qui l'ai dit. Il qualifie les députés d'être des illégitimes. Comment est-ce qu'on mesure la légitimité d'un député? Droit constitutionnel, sciences politiques, sociologie politique, anthropologie politique aussi. Comment est-ce qu'on mesure la légitimité d'un député? Voici cette phrase. La légitimité d'un député émane de la population, du peuple. Comment est-ce qu'est élu un député? Un député est élu par suffrage universel direct dans une circonscription électorale. Très bien. Donc, si la Cour constitutionnelle valide les mandats d'un député, donne son arrêt définitif par rapport au mandat d'un député, ça signifie que ce député a sa légitimité. La légitimité se fonde sur quoi? Il faudrait qu'ils me disent. La légitimité se fonde sur quoi? C'est pas une acceptation sociale. Entre guillemets. Pour lui, il pense que le président Tshisekedi est illégitime. Le président Tshisekedi, c'est l'expression populaire d'une volonté. Dans un peuple, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Même dans la démocratie, c'est la majorité qui remporte cela. Très bien. Quand je cible l'article 86, j'ai dit ceci, que pour éviter l'élastification, les longueurs de cette gymnastique, parce que c'est un praticien du droit, mais il ignore l'importance qu'a un juge, un magistrat assis ou un magistrat debout. Il ignore. Les praticiens du droit, le pouvoir judiciaire n'a pas de coloration. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir qui assure l'équilibre de la société. Très bien. Mais mon frère l'a ignoré. Parce que lorsqu'on nomme un magistrat, ce magistrat n'aura pas de coloration politique, outre qu'il est nommé par le président de la République. Il va traquer les politiciens, les économistes et toutes les personnes qui sont dans la société. Comment définir un procureur? Moi qui ne sais pas comment... je ne suis pas praticien du droit, moi. Moi, je suis politologue. Mais comment définir un procureur? C'est un avocat du peuple. Il est là pour traquer, rechercher les infractions. Très bien. Quand on recherche les infractions, on recherche seulement les infractions des politiques. Non. Très bien, vous avez consommé vos deux. Donc je pense que minimiser la nomination d'un magistrat au regard de la guerre, c'est restreindre le rôle majeur que joue le pouvoir judiciaire dans la société. Très bien. Lorsque je parle, oui, je reviens à la question. Lorsque je parle du Conseil supérieur de la défense, le Conseil supérieur de la défense, s'il ne sait pas, c'est l'organe technique. L'organe technique qui s'occupe de l'armée. Cet organe technique. Il sait que pour faire ça, il faut faire ceci. Et l'équivalent de cet organe, c'est le Conseil supérieur de la magistrature pour le pouvoir judiciaire. C'est pourquoi il est mieux de consulter le Conseil supérieur de la défense que de consulter l'Assemblée nationale. Le Sénat, qui est un organe politique. Je vous dis, parce que dans l'Assemblée nationale, c'est une mosaïque composée de tout le monde. Il y a certains députés qui sont des mécaniciens, il y a certains députés qui sont des agronomes, il y a certains députés qui sont des juristes, qui sont des politologues. Mais dans le Conseil supérieur de la défense, il y a purement des experts dans la question de la défense. C'est pourquoi j'ai dit il faudrait écourter. Alors, c'est quoi la question que vous m'avez posée encore? Mais l'Assemblée nationale, c'est quand même un sillage où... Non, je ne refuse pas. On crée des lois. Non, je ne refuse pas. L'Assemblée nationale... On légifère les lois. Légiférer, c'est bien bon. Je ne refuse pas.
C'est la spécificité de l'Assemblée nationale, légiférer, contrôler l'action du gouvernement. Mais je parle, ce sont des organes, quand je dis une organe spécifique, c'est cet organe spécifié pour traiter seulement les questions liées à la défense. Tandis que l'Assemblée nationale, dans sa mission de légiférer, elle ne légifère pas seulement dans un angle quelconque, seulement dans l'angle de la défense, mais l'Assemblée nationale légifère sur tous les domaines de la société. Voilà. Tous les domaines. Merci. La question, d'ailleurs, on revient à la question pour que nous puissions enchaîner puis achever l'émission avec harmonie. La question, c'était les présidents de la République, oui. Tshisekedi, parle d'un blocage. Comment expliquez-nous comment oui, la Constitution bloque-t-elle l'installation? Je vous ai dit ici à ce que nous sommes dans un régime présidentiel où le pouvoir sont partagés et semi-présidentiel plutôt, excusez-moi, où le pouvoir sont partagés d'une manière les pouvoirs est partagé d'une manière équitable. Le président est parfois restreint dans ses attributions. Je donne un exemple. Dans un régime présidentiel, l'exécutif est monocéphale. Le président de la République nomme directement ses collaborateurs et il est le numéro 1 de l'exécutif. Tandis que chez nous, dans un régime semi-présidentiel, le président de la République est restreint. Pour qu'il nomme ses collaborateurs, il doit avoir un mécanisme politique. Ce mécanisme politique qui fait à ce qu'il ait d'abord la majorité au sein du Parlement. S'il n'a pas la majorité, il doit composer ou il doit conjuguer avec ceux qui ont la majorité pour finir par une coalition. S'il n'y a pas une coalition, il doit partager le pouvoir par cohabitation. Or, la cohabitation dans les régimes comme le nôtre, ça ne permet pas au pays de se développer. La cohabitation, c'est un partage institutionnel. Cela signifierait que le président de la République et sa famille politique vont gérer l'institution président de la République et ceux qui ont la majorité parlementaire, s'ils ne sont pas de la famille politique du président de la République, vont gérer les gouvernements et d'autres institutions. Alors, cet aspect des choses freine. Cet aspect des choses fait à ce qu'on puisse admettre les caprices des politiciens. Aujourd'hui, par exemple, aucun parti politique n'a obtenu la majorité réelle, 251, même la majorité simple au Parlement, 251. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conjuguer avec d'autres personnes qui ont fait à ce qu'ils aient quelques députés. Vous voyez les caprices qui se passent aujourd'hui pour reformuler déjà les tickets pour le bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'il faudrait colmater. Moi j'ai eu 10, moi j'ai eu 20, moi j'ai eu 30, il faudrait colmater. Mais si nous étions par exemple, dans un régime présidentiel, le président de la République aurait une certaine plénitude sur la composition du gouvernement et on va aller rapidement. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont eu à faire une analogie très banale avec le Sénégal. Pourquoi le Sénégal, les élections directement, paf, on a eu à nommer, parce que le Sénégal marche avec un régime présidentiel et nous marchons avec un régime semi-présidentiel qui a ses mécanismes et qui a ses caprices. Très bien. Qui a ses mécanismes et qui a ses caprices. Merci, M. Jojo Maele, pour cette réaction, pour votre réaction par rapport à cette question. Je veux faire une petite rotation, comme d'habitude, de 15 degrés pour retrouver M. Shadrach, qui est le cas communicateur de piste pour l'émergence. Pour reposer la même question à M. Shadrach. Le président de la République, Félix Tshisekedi, parle d'un blocage. M. Shadrach, expliquez-nous comment la Constitution bloque-t-elle les institutions du pays? Déjà, je commence par répondre que la Constitution ne bloque pas M. Félix Tshisekedi. Alors, j'aimerais essayer un peu de rebondir un tout petit peu. Père, vous pouvez nettoyer. Vous avez 7 minutes. Et tout vous avez 2 minutes pour rebondir, pour faire un petit mon cher ami, nettoyage, mais vous avez 5 minutes pour répondre à la question. Quand vous n'avez pas fait quand on ne fait pas les droits, c'est difficile de comprendre certaines choses. Vous risquerez de comprendre les choses selon votre science politique. Je ne sais, moi, il faut faire les droits. Ça, c'est un conseil, je vous donne. Il faut faire les droits, c'est mieux. Parce que vous allez comprendre certaines choses et certains mécanismes que les juristes utilisent
ou soit que les constituants ont utilisé dans cette constitution. Lorsque vous nous parlez de toutefois, où l'Assemblée nationale doit se réunir, les toutefois, nous on dit c'est un tempérament. Quand on parle d'un tempérament, c'est une exception. Chaque règle est frappée, chaque principe est frappé d'une exception. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Je vous enseigne, il faut noter, cher ami. Il ne faut pas suivre ce qui est dans ton téléphone, il faut noter. Je vous ai dit ceci, que le principe est que il faut, même si c'est le président de la République qui initie un projet de la révision de la Constitution, même si c'est le peuple, même si c'est l'Assemblée nationale, il faut au préalable que le président de la République puisse réunir le peuple au référendum. Voyez-vous? Le président de la République est censé réunir au référendum. S'il ne réunit pas le peuple au référendum, maintenant vient l'exception où l'Assemblée nationale il faut qu'il y ait congrès pour analyser la question de la révision de la Constitution. Nous vous avons dit ici que toucher la Constitution serait une violation même de la même Constitution, parce que lorsque nous lisons l'article 219, ça bloque. J'aimerais revenir pour dire à mon ami qui parle de la Constitution. Je pense que ceux qui nous suivent en ce moment ont vite compris qu'il s'agit là de deux personnes différentes. Joe Maele, qui venait d'être sur le plateau de RTG, il a dit, je répète ces mots, que la Constitution ne bloque pas le président de la République. Et il vient sur le plateau de Géopolis pour dire que c'est la Constitution bloque le président de la République parce qu'on restreint les droits. Non, mais écoutez, la Constitution a bien régi le pouvoir du président de la République. Le président de la République a un pouvoir réglementaire résiduel. Et il exerce son pouvoir en bonne et due forme. Rien ne bloque, mais c'est lorsqu'il effectue ses voyages, ce n'est pas la Constitution qui bloque. Lorsqu'il nous amène Kagame, ce n'est pas la Constitution qui bloque. Lorsque Kazadi fait sortir l'argent, 27 millions pour payer Mike Kassenga, ce n'est pas la Constitution qui bloque. Lorsqu'on détourne l'argent des Tilé-Gelou, l'argent des RAM, l'argent des 100 jours, le projet, je crois, l'argent des lampadaires et tout ce qui reste, tout ce qui va avec, ce n'est pas la Constitution qui bloque. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un manque de volonté de politique aujourd'hui qui bloque les choses. Un manque de volonté d'appliquer les règles que nous avons des belles têtes. Faites sillonner votre micro, même le peuple vous dira que ce qui bloque aujourd'hui, c'est la volonté des politiques. Ils sont tellement cupides. Qu'ils ne travaillent que pour leurs propres intérêts. Si aujourd'hui tout bloque, c'est parce que ce sont des budgétivores, ils sont en train de se chercher leurs intérêts. Ils sont en train de travailler pour leur propre ventre, ils ne se soucient même pas de l'intérêt supérieur de la nation. Quand il s'agit des questions de l'Est, pourquoi ils ne se réunissent pas? Pourquoi il n'y a pas multiplication des réunions? Mais aujourd'hui, pour qu'il y ait un bureau définitif, vous allez vite comprendre qu'il y a multiplication des réunions qui se font au niveau de l'Assemblée nationale, justement pour un bureau définitif. Tout est bloqué par un groupe de gens qui ont pris la République démocratique du Congo en otage. Voilà, donc rien ne bloque, rien ne freine ce gouvernement. Nous avons vite compris qu'ils n'ont pas la volonté. Et je donne raison à mon président Seth Kikonou qui a toujours dit que la scène politique, l'arène politique doit réunir les meilleurs de notre société. Et les meilleurs sont là. Il y a des gens, il y a des jeunes compétents aujourd'hui qui peuvent toutefois œuvrer au sein des institutions. Mais nous comprenons que ces gens ont déjà fait leur temps. Caméré, Mbosso et qui l'autre Bati, ils ont déjà fait leur temps. Est-ce que c'est obligatoirement que nous sommes dans un pays, s'il vous plaît, je vais citer, nous sommes dans un pays où on est plus de 5 millions d'habitants. Est-ce que dans ces pays on ne doit citer que le nom de Mbosso, le nom de Caméré, le nom de Bati? Qu'est-ce qui se passe au juste? Ces gens sont remplis de mauvaise foi, ils ne vont jamais aider ces peuples. Je reviens à vous, monsieur Jojo Maele. Il a parlé ici tantôt qu'il y a tellement le même nom qui revient à chaque fois. On nous parle chaque jour, c'est les noms de Vital Caméré, Mbosso, Bati et consorts. Bon, ça me donne quand même une idée de vous poser une question par le fait qu'on n'a pas interdit à un candidat de postuler à tous les niveaux, à l'élection présidentielle, aux élections législatives nationales et provinciales, aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, aux sénatoriales et ainsi de suite.
tuturier et tutura, est-ce que ne pensez-vous pas que cela constitue actuellement une forme de la prise en otage des institutions de la République démocratique du Congo par les politiques, puisqu'on va retrouver une seule personne, mais avec plusieurs fonctions de l'État? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on leur avait demandé de postuler, mais malheureusement, ils n'ont pas eu à postuler. Ça, ce n'est pas notre faute. Et son président, lui, cette Kikou ne lui a pas donné la chance de postuler. Est-ce que c'est la faute de Tshisekedi? Ils n'ont pas l'ancrage sur Kinshasa et ils veulent faire la politique. Qui va voter piste d'émergence. Piste pour l'émergence. On va voter qui là-bas? Il est en train de dire qu'il faudrait, il y avait la préparation, les gens ne sont pas préparés, tout ça. Y a-t-il une université, une institut, une école où on apprend à devenir président de la République? Une institut, une école, une université où on apprend à devenir ministre? Où on apprend que faculté des ministres ou faculté des présidents de la République? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Son président, lui, a suivi l'enveloppe Kaki de Kachobou. C'est pourquoi il n'a pas. C'est faux, tu dis des choses. Il a suivi l'enveloppe Kaki de Kachobou. Il est parti se ranger derrière l'homme de Kachobou. C'est pourquoi il n'a pas postulé. Et vous venez nous vanter, piste vers l'émergence. Je pense qu'il n'y a pas la prise d'otage. La question sur le 3, 4, 5 fonctions, ça relève de la loi électorale. La loi électorale n'a pas éradiqué cette alternative qu'une personne peut postuler à 3, 4, 5 niveaux. Non. Non. Même les opposants l'ont fait. Je cite, Franck Diongo l'a fait, non? Très bien. Franck Diongo qui était avec l'homme de Kachobou l'a fait. Matata l'a fait. C'est parce qu'ils ne sont pas sortis qu'on veut tirer sur le lion en sapin. Même toutes ces personnes qui sont sorties, je vous donne l'exemple à l'instar de Mme Fefi Masuka aujourd'hui, qui est la grandissime gouverneure du Lualaba. Vous pensez qu'en même temps elle va être au Lualaba, en même temps elle va être au Sénat, en même temps elle va être à l'Assemblée provinciale? Non. Il y a la question des suppléants. Si aujourd'hui les gens se disent lésés par cette manière de faire les choses, ceux qui sont au sein de l'hémicycle, lorsqu'on va revisiter la loi électorale, il faudrait qu'il puisse éradiquer ces dispositions, qu'une personne puisse postuler seulement à un certain niveau. Mais du fait que la loi électorale permet cette pratique, il n'y a pas d'infraction. Parce que vous, les opposants, vous êtes partis aussi par cette démarche. Très bien. Donc, je pense que le pays n'est pas pris en otage. Je pense que c'est un discours très faible. Je pense que c'est un narratif que l'opposition veut rendre consistant plutôt, pour attaquer le pouvoir. Donc je pense que c'est un narratif désorienté. Un narratif désorienté. Merci, M. Jojo Maele. Merci pour votre réaction. Je retourne vers M. Shadrach pour lui poser la même question. M. Shadrach, est-ce que les institutions de la République démocratique du Congo sont-elles prises en otage par les politiques, puisqu'on retrouve une seule personne avec plusieurs fonctions d'État? Merci pour cette question. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, parce que lorsque vous dites qu'une personne avec plusieurs fonctions, on appelle ça cumul. Voilà. On appelle ça cumul des fonctions. Cumul des fonctions. Il y a des fonctions qui sont incompatibles. Lorsque vous lisez la Constitution, son article 5.8 et 5.10, la Constitution parle des incompatibilités. Alors, le vrai problème maintenant, ce n'est pas la Constitution, mais c'est plutôt la loi électorale qui cause un sérieux problème. Voilà. Pourquoi? Parce que il faut faire la différence entre l'incompatibilité et l'inéligibilité. L'incompatibilité, c'est l'incapacité légale d'accumuler une fonction publique avec un mandat électif. L'inéligibilité, c'est la situation qui vous empêche d'aller aux élections, de se faire élire. Ok. Mais nous avons un arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt du 8 février 2024. Très bien. Sur le cumul. Cet arrêt interdit tout cumul. Ok, une fonction parlementaire, une fonction élective avec un mandat public.
Ça, c'est cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui interdit cela. Et cet arrêt aujourd'hui pris comme une jurisprudence. Alors, tous ces gens aujourd'hui qui ont plusieurs fonctions prennent pour modèle M. Félix Tshisekedi. Parce que M. Félix Tshisekedi, je rappelle ici, lorsque l'arrêt a été rendu, M. Félix Tshisekedi a bafoué cet arrêt pour permettre à ce que le gouvernement puisse expédier les affaires courantes. Alors, c'est aussi une mauvaise foi, j'aimerais revenir sur ça. Parce que comment un regroupement politique, comment dans un parti politique, un seul individu se retrouve à tous les niveaux. C'est là ça cause un problème. Parce que si vous êtes un parti politique sérieux, par exemple nous dans Piste pour l'émergence, on avait aligné, nous étions prêts pour les élections et à tous les niveaux on avait des candidats. Mais seulement on a vite compris que quand il va boutiquer les choses, nous risquerons de perdre notre argent pour rien, on ne va pas aller aux élections. Et c'est ce qui s'est passé. Vous êtes parti avec laissez-moi. Laissez-moi. Et pourquoi votre président est parti? Il a parlé de mon président Seth Kikouni. Il faudrait rappeler ici que mon président Seth Kikouni, c'est un politique constant. Dans l'opposition depuis 2018, il a été appelé plusieurs fois d'ailleurs. Il n'a jamais répondu. J'aimerais revenir une chose. Vous savez, chez nous, oui, l'intelligence. Pourquoi il est parti chez Moïse Katumbi? Exactement, je vais vous répondre. Chez nous, l'intelligence produit les résultats. Et M. Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi, c'est un homme intelligent. Et son intelligence a produit les résultats. Les camarades sont en train de rire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, répète cette phrase que tu as dit. Il a des entreprises, aujourd'hui, il a engagé plusieurs Congolais. Mais par contre, c'est son chef qui est aujourd'hui le président de la République, je ne sais moi quel emploi qu'il a que c'est monsieur Joe Maele, on est avec lui dans la communication, dans plusieurs débats, depuis 2018, il est toujours là. Il n'a jamais occupé une fonction quelque part. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Celui qui est là ne crée pas d'emploi. Mais vous voulez condamner, juger un monsieur qui aujourd'hui a des parts dans plusieurs entreprises de la République. Il a octroyé plusieurs emplois aux Congolais. Merci. Et voilà, donc l'intelligence doit produire les résultats. C'est que nous constatons que en face de nous, nous avons des gens qui n'ont pas... mais vous êtes merci, M. Shadrack, sur la gestion de la chose publique. On me fait signe le temps, la télé c'est le temps, nous devons chuter, mais vous aurez quand même vos derniers mots. Mais une dernière question pour chuter, c'est déjà là, bientôt là il y aura la publication du nouveau gouvernement. Je ne sais pas si vous avez une idée ou un conseil, une analyse. Je pense que... Quelle taille doit avoir le nouveau gouvernement? Quel conseil pouvez-vous prodiguer à Madame Soumine Toulouka face à la situation socio-économique de la population? Je pense que son président doit lui dire la vérité qu'à la veille des élections, il aurait reçu une enveloppe kaki venant des Gachou. C'est faux, tu n'as pas dit pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections, mais lui, il a supporté les candidats du Morotois. Et ceux qui sont à la maison sont en train de rigoler sur le canapé parce que tu as utilisé des mots intelligents. Rapidement. Je pense que moi, j'ai déjà, au regard des tractations et de tout ce que nous avions comme éléments de langage, nous pensons que ce gouvernement serait un gouvernement avec de nouvelles figures, avec de nouvelles énergies. Et il semblerait que aussi j'ai entendu beaucoup de noms être cités, par exemple une rapprochée de Mme Fumasuka, Mme Yvette Angoussi aussi, pourquoi pas le gouvernement. Je pense qu'il y a des axes prioritaires, la sécurité, les ventres des Congolais, parce que si je parle des sociales, c'est un concept mal compris par les Congolais. Les Congolais pensent que les sociales c'est les ventres. Non, les sociales c'est tout ce qui entoure l'homme pour vivre. Mais les gouvernements doivent avoir quelle taille? C'est les gouvernements. Non, en fait, le problème, ce n'est pas. Le problème, ce n'est pas la taille. Le problème, c'est la consommation du gouvernement. On peut avoir un gouvernement de 70 personnes, mais la consommation est moindre. Donc, je pense que pour moi, le problème, ce n'est pas le problème de la taille, c'est le problème de la consommation budgétaire du Congo. Voilà, merci. Le problème, c'est la consommation budgétaire du Congo. Monsieur Shadrack. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très long. On ne peut rien attendre de ces régimes. Les mêmes têtes vont revenir toujours avec les mêmes fonctions. Et rien que les Congolais qui nous suivent en ce moment, même les Congolais qui nous suivent en ce moment savent qu'ils ne peuvent rien attendre de ces régimes. Merci. Monsieur Jojo Maele, je vous en prie. Votre dernier mot, regardez votre caméra est là. Adressez-vous à la population. On a là. Bon, l'Ilobasu, c'est ça que
Tozali, Bissonion sur la Simatata, Mokondekolo, soutenons les efforts du président de la République, soutenons Bato Bazali, Kosala, Moussala, bien, où ils allaient pour qu'il y ait une vision, il y a Tata Mokondekolo, entre autres, dans l'Obaki, l'inspection générale des finances, où il y a des Kwalingeti, où Bazali, Kosala, Moussala, na Lulengi, Tata Mokondualingi, on a de le Congo comme pays, donc soutenons-le et puis voyons voir ce que ça va donner. Donc moi je reste très positif pour la gouvernement et je pense que va résoudre l'aléa et la population. Merci, ceux qui vont résoudre l'aléa et la population. C'est mon mime. Monsieur Chabrak, votre bonhomme, votre caméra est là. Adressez-vous à la population la population qui vient de vous suivre maintenant là. Donc, mon dernier mot, ma dernière phrase, peuple congolais, il fallait tout bunda pour l'école. Et que bunda pour l'école, vous allez écarter bateau sur bazali, kolinga pays, bazali kolinga mbo cannabis sauté. Si tout est mais la bateau sur bazali comme mambo canamabe, tout ticate que constitution n'habituée à la toucher jamais, constitution n'habituée que la jamais touché na régime oyo, bazana légitimité, t'es topé ça qui bango pouvoir, t'es pour bango baya ko toucher ba règle n'habituée, zala toujours constant na combat n'habitué. Toujours avec notre président Sétkikouni, la lutte, c'est la lutte libère. Merci, c'est la lutte libère. Comme a dit Monsieur Chabrak, voilà, émission de Boye, une émission qui présente des machines politiques, des gens qui ont la tête, des gens composés de ces patriotisme plutôt, excuse-moi. C'est ici que prend fin cette émission. Carte sur table, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Géopolice Télévision. Merci pour votre attention soutenue. Vous étiez nombreux devant vos postes télévisés en train de nous suivre pendant plus d'1 heure du temps. En tout cas, merci beaucoup pour ces soutiens. Merci pour vos appels, merci pour vos commentaires. En tout cas, nous sommes vraiment de cœur avec vous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro et une nouvelle thématique. Je vous laisse entre les mains de la direction du programme. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Au revoir.